on l'appelait dans le monde le Bausignol. Il se nommait le vicomte Gontran Joseph de Signol. Orphelin et maître d'une fortune suffisante, il faisait figure, comme on dit. Il avait de la tournure et de l'allure, assez de paroles pour faire croire à de l'esprit, une certaine grâce naturelle, un air de noblesse et une fierté. La moustache brave et l'œil doux, ce qui plaît aux femmes. Il était demandé dans les salons, recherché par les valseuses, et il inspirait aux hommes cette inimité souriante qu'on a pour les gens de figure énergique. On lui avait soupçonné quelque amour capable de donner fort bonne opinion d'un garçon. Il vivait heureux, tranquille, dans le bien-être moral le plus complet. On savait qu'il tirait bien l'épée, et mieux encore le pistolet. Quand je me battrai, disait-il, je choisirai le pistolet. Avec cette arme, je suis sûr de tuer mon homme. Or, un soir, comme il avait accompagné au théâtre 2 jeunes filles de ses amis, escortées d'ailleurs de leurs époux, il leur offrit, après le spectacle, de prendre une glace chez Tourti. La soirée qui s'annonçait remarquable prit très vite une mauvaise tournure. Devant l'insistance vulgaire d'un homme à une table voisine, regardant sans relâche l'épouse de son ami, le vicomte se dirigea vers lui et lui ordonna de cesser immédiatement son petit manège. Sans s'excuser, bien au contraire, l'homme insulta le vicomte devant toute la salle du café. Le vicomte riposta en le giflant. Des personnes s'interposèrent alors pour éviter la bagarre et à cette occasion incroyable échangèrent leurs cartes de visite. Qu'allait faire le vicomte de Signol désormais? En rester là? Quand le vicomte fut rentré chez lui, il marcha pendant quelques minutes à grands pas vifs. À travers sa chambre, il était trop agité pour réfléchir à rien. Une seule idée planait sur son esprit, un duel, sans que cette idée éveillât encore en lui une émotion quelconque. Il avait fait ce qu'il devait faire, il s'était montré ce qu'il devait être. On en parlerait, on l'approuverait, on le féliciterait. Il répétait à voix haute, parlant comme on parle dans les grands troubles de pensée. Quel brute que cet homme! Puis il s'assit et il se mit à réfléchir. Il lui fallait dès le matin trouver des témoins. Qui choisirait-il? Il cherchait les gens les plus posés et les plus célèbres de sa connaissance. Il prit enfin le marquis de la Tournoire et le colonel Bourdin, un grand seigneur et un soldat. C'était fort bien. Leur nom porterait dans les journaux. Il s'aperçut qu'il avait soif, et il but, coup sur coup, 3 verres d'eau. Puis il se mit à marcher. Il se sentait plein d'énergie. En se montrant crâne, résolu à tout et en exigeant des conditions rigoureuses, dangereuses et en réclamant un duel sérieux, très sérieux, terrible, son adversaire reculerait probablement et ferait des excuses. Il reprit la carte qu'il avait tirée de sa poche et jetée sur sa table, et il la relut comme il l'avait déjà lue, au café, d'un coup d'œil, et dans le fiacre, à la lueur de chaque bec de gaz en revenant. Georges Lamille, 51, rue Moncey. Rien de plus. Il examinait ces lettres assemblées qui lui paraissaient mystérieuses, pleines de sens confus. Georges Lamille, qui était cet homme? Que faisait-il? Pourquoi avait-il regardé cette femme d'une pareille façon? N'était-ce pas révoltant qu'un étranger, un inconnu, vint troubler ainsi votre vie, tout d'un coup, parce qu'il lui avait plu de fixer insolemment les yeux sur une femme? Et le vicomte répéta encore une fois à haute voix. Quelle brute! Puis, il demeura immobile, debout, songeant, le regard toujours planté sur la carte. Une colère s'éveillait en lui contre ce morceau de papier. Une colère haineuse où se mêlait un étrange sentiment de malaise. C'était stupide, cette histoire-là. Le jour venait, un jour d'été. Le ciel rose faisait rose la ville, les toits et les murs. Une grande tombée de lumière tendue, pareille à une caresse du soleil levant,
enveloppait le monde réveillé. Et avec cette lueur, un espoir gai, rapide et brutal envahit le cœur du vicomte. Était-il fou de s'être laissé ainsi terrasser par la crainte, avant même que rien fût décidé, avant que ses témoins eussent vu ceux de ce Georges Lamil, avant qu'il sût encore s'il allait se battre? Il fit sa toilette, s'habilla et sortit d'un pas ferme. Il se répétait tout en marchant. Il faut que je sois énergique, très énergique. Il faut que je prouve que je n'ai pas peur. Ses témoins, le marquis et le colonel, se mirent à sa disposition et, après lui avoir serré énergiquement les mains, discutèrent les conditions. Vous voulez un duel sérieux? Le vicomte répondit. Très sérieux. Le marquis reprit. Vous tenez au pistolet? Oui. Nous laissez-vous libre de régler le reste? Le vicomte articula d'une voix sèche, saccadée. 20 pas au commandement, enlevant l'arme au lieu de la baisser, échange de balles jusqu'à blessure grave. Le colonel déclara d'un ton satisfait. Ce sont des conditions excellentes. Vous tirez bien, toutes les chances sont pour vous. Et ils partirent. Le vicomte rentra chez lui pour les attendre. Son agitation, apaisée un moment, grandissait maintenant. De minute en minute, il se sentait, le long des bras, le long des jambes, dans la poitrine, une sorte de frémissement, de vibration continue. Il ne pouvait tenir en place, ni assis, ni debout. Il n'avait plus dans la bouche une apparence de salive. Il faisait à tout instant un mouvement bruyant, de la langue comme pour la décoller de son palais. Il voulut déjeuner, mais il ne put pas manger. Alors, l'idée lui vint de boire pour se donner du courage, et il se fit apporter un carafon de rhum dont il avala coup sur coup 6 petits verres. Une chaleur, pareille à une brûlure, l'envahit, suivie aussitôt d'un étourdissement de l'âme. Il pensa « Je tiens le moyen, maintenant, ça va bien. » Mais au bout d'une heure, il avait vidé le carafon, et son état d'agitation redevenait intolérable. Il sentait un besoin fou de se rouler par terre, de crier, de mordre. Le soir tombait. Un coup de timbre lui donnait une telle suffocation qu'il n'eut pas la force de se lever pour recevoir ses témoins. Il n'osait même plus leur parler, leur dire bonjour, prononcer un seul mot, de crainte qu'ils ne devinassent tout, à l'altération de sa voix. Le colonel prononça. Tout est réglé aux conditions que vous avez fixées. Votre adversaire réclamait d'abord les privilèges d'offensé, mais il a cédé presque aussitôt et a tout accepté. Ses témoins sont 2 militaires. Le vicomte prononça. Merci. Le marquis reprit. Excusez-nous si nous ne faisons qu'entrer et sortir, mais nous avons encore à nous occuper de 1000 choses. Il faut un bon médecin, puis le combat ne cessera qu'après blessure grave, et vous savez que les balles ne badinent pas. Le colonel demanda. Vous allez bien? Vous êtes calme? Oui, très calme, merci. Les 2 hommes se retirèrent. Quand il se sentit seul de nouveau, il lui sembla qu'il devenait fou. Ainsi, il allait se battre. Il ne pouvait plus éviter cela. Que se passait-il donc en lui? Il cherchait à se figurer le combat, son attitude à lui et la tenue de son adversaire. De temps en temps, ses dents s'entrechoquaient dans sa bouche avec un petit bruit sec. Il voulait lire et prit le code du duel de Châteauvillard, puis il se demanda. Mon adversaire a-t-il fréquenté les tirs? Est-il connu? Est-il classé? Comment le savoir? Il ouvrit, en passant, une boîte de Gastienne Renette posée sur un guéridon, et prit un des pistolets. Puis il se plaça comme pour tirer et leva le bras. Mais il tremblait des pieds à la tête, et le canon remuait dans tous les sens. Alors il se dit. C'est impossible, je ne puis me battre ainsi.
Il regardait au bout du canon ce petit trou noir et profond qui crachait la mort. Il songeait au déshonneur, au chuchotement dans les cercles, au rire dans les salons, au mépris des femmes, aux allusions des journaux, aux insultes que lui jetteraient les lâches. Il regardait toujours l'arme et levant le chien, il vit soudain une amorce briller dessous comme une petite flamme rouge. Le pistolet était demeuré chargé, par hasard, par oubli, et il éprouva de cela une joie confuse, inexplicable. La pensée qui l'effleura ne s'acheva même pas dans son esprit. Mais ouvrant la bouche toute grande, il s'enfonça brusquement jusqu'au fond de la gorge, le canon de son pistolet, et il appuya sur la gâchette. Quand son valet de chambre accourut, attiré par la détonation, il trouva mort sur le dos. Un jet de sang avait éclaboussé le papier blanc sur la table et faisait une grande tache rouge au-dessus de ces 4 mots. « Ceci est mon testament ».